ou 2025. Paris. Le quai d'Orsay. Un ambassadeur américain vient de franchir une ligne rouge que personne, absolument personne, n'avait osé franchir depuis des décennies. Une ligne qui sépare la diplomatie de l'ingérence. Le respect de l'arrogance. L'alliance de l'humiliation. Son nom? Charles Kushner. Ambassadeur des États-Unis en France depuis à peine 3 mois. Père de Jared Kushner, gendre de Donald Trump. Un homme d'affaires devenu diplomate. Un homme qui pensait pouvoir parler à la France comme on parle à un État vassal. Il venait de publier une lettre ouverte dans le Wall Street Journal. Une lettre qui accusait la France, de ne pas en faire assez contre l'antisémitisme. Une lettre qui liait cette accusation à la position française sur la reconnaissance de l'État palestinien. Une lettre qui, en quelques paragraphes, allait déclencher l'une des crises diplomatiques les plus glaciales entre Paris et Washington depuis le refus de la guerre en Irak. Mais Kushner ne savait pas une chose. Une chose que tous les ambassadeurs américains avant lui avaient apprise, parfois à leurs dépens. Il ne savait pas qu'il existe, dans l'ADN français, un bouton rouge. Un bouton qu'on ne touche jamais. Un bouton qui, une fois pressé, réveille 2 siècles de fierté nationale, de gaullisme, de résistance à toute forme de diktat extérieur. Ce bouton s'appelle la souveraineté. Et Kushner venait de l'enfoncer avec les 2 mains. La réponse française allait être si cinglante, si précise, si implacable, qu'elle allait faire le tour du monde en quelques heures. Une réponse qui allait rappeler à Washington une vérité simple, la France ne reçoit de leçons de personne. Surtout pas sur son propre sol. Surtout pas sur un sujet aussi douloureux que l'antisémitisme. Mais pour comprendre pourquoi cette réponse a eu l'effet d'une bombe diplomatique, il faut d'abord comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il faut remonter quelques mois en arrière. Il faut comprendre qui est Charles Kushner. Et surtout, il faut comprendre ce qu'il a osé dire. Alors installez-vous. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas une simple dispute diplomatique. C'est l'histoire d'un affrontement entre 2 visions du monde. Entre l'indépendance et la soumission. Entre la dignité et l'arrogance. C'est l'histoire de la France qui dit non. Setup, la bombe à retardement est mai 2025. Charles Kushner est confirmé comme ambassadeur des États-Unis en France. À 70 ans, cet homme d'affaires du New Jersey n'a aucune expérience diplomatique. Aucune. Son seul atout? Être le père de Jared Kushner et un proche de Donald Trump, fraîchement réélu à la Maison-Blanche. Dans les couloirs du quai d'Orsay, on observe cette nomination avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Les diplomates français connaissent la musique. Ils savent que les présidents américains nomment souvent des proches à des postes d'ambassadeurs. Mais Paris n'est pas n'importe quel poste. Paris, c'est le cœur de l'Europe. C'est un allié historique, mais aussi un partenaire qui n'hésite jamais à dire ce qu'il pense. Kushner arrive à Paris avec une mission claire, renforcer la position pro-israélienne de l'administration Trump en Europe. Pousser les alliés européens à durcir leur position contre l'Iran. Et surtout, empêcher toute reconnaissance européenne de l'État palestinien. Mais il y a un problème. Un gros problème. Juillet 2025. Emmanuel Macron annonce que la France reconnaîtra officiellement l'État palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Cette décision, mûrement réfléchie, s'inscrit dans la tradition diplomatique française, recherche une solution à 2 États, équilibre entre sécurité d'Israël et droits du peuple palestinien. Pour Kushner, c'est une gifle, une trahison, un affront personnel. Mais au lieu de suivre les canaux diplomatiques classiques, une rencontre discrète au quai d'Orsay, un appel téléphonique confidentiel, une note diplomatique, Kushner choisit l'arme nucléaire.
Il choisit l'humiliation publique. Ou 2025. Le Wall Street Journal publie une tribune signée Charles Kushner. Le titre est sans équivoque, la France doit faire plus contre l'antisémitisme. Mais ce n'est pas le titre qui choque. C'est le contenu. Écoutez bien ces mots. Écoutez-les attentivement, parce qu'ils vont déclencher une tempête. Les déclarations publiques qui harcèlent Israël et les gestes vers la reconnaissance d'un État palestinien encouragent les extrémistes, alimentent la violence et mettent en danger la vie juive en France. Dans le monde d'aujourd'hui, l'antisionisme est de l'antisémitisme pur et simple. Vous avez bien entendu. Un ambassadeur américain, sur le sol français, accuse publiquement le gouvernement français de mettre en danger la vie des Juifs français. Un ambassadeur qui lie directement la politique étrangère de la France à une montée de l'antisémitisme. C'est une accusation gravissime. Une accusation qui touche au cœur de l'identité française. Une accusation qui ignore délibérément tout ce que la France a fait pour lutter contre l'antisémitisme. Parce qu'il faut le rappeler. Il faut le dire haut et fort. La France, sous Emmanuel Macron, a été le premier pays européen à assimiler légalement l'antisionisme à l'antisémitisme. La France a renforcé la protection des lieux de culte juifs. La France a créé des unités spéciales pour lutter contre la haine en ligne. La France a fait de la lutte contre l'antisémitisme une priorité nationale. Et voilà qu'un ambassadeur américain, nommé depuis 3 mois, vient donner des leçons. Publiquement. Dans un journal américain. Sans même avoir la courtoisie de passer par les canaux diplomatiques. Mais Kushner ne s'arrête pas là. Dans sa tribune, il cite des chiffres. Il parle d'une augmentation dramatique des actes antisémites en France. Il évoque le cas de jeunes touristes israéliens refoulés d'un parc d'attractions. Il mentionne un olivier vandalisé près d'un mémorial. Tout cela est vrai. Personne ne le nie. La France elle-même reconnaît qu'il y a une augmentation des actes antisémites, notamment après le 7 octobre 2023. Mais ce que Kushner oublie de mentionner, c'est que cette augmentation est un phénomène mondial. Que les États-Unis eux-mêmes ont connu plusieurs meurtres antisémites ces dernières années. Que la France, malgré ses défis, reste l'un des pays les plus sûrs pour la communauté juive en Europe. Ce que Kushner oublie de mentionner, c'est qu'il n'est pas là pour aider. Il est là pour faire pression. Pour instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme au service d'un agenda politique. Et ça, la France ne peut pas l'accepter. Naissance du conflit, première réaction au 25 août 2025. 48 heures après la publication de la tribune. Le Quai d'Orsay convoque Charles Kushner. Officiellement, c'est une demande d'explication. Dans le langage diplomatique, c'est l'équivalent d'une convocation chez le directeur. C'est rare. C'est grave. C'est un signal. Dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères, l'atmosphère est glaciale. Les diplomates français ne sont pas en colère. Ils sont au-delà de la colère. Ils sont dans cette zone froide, calculée, où chaque mot est pesé, où chaque geste compte. Parce qu'il y a quelque chose que Kushner n'a pas compris. Quelque chose de fondamental. En France, la diplomatie n'est pas un jeu. C'est un art qui se pratique depuis des siècles. Un art qui a ses codes, ses règles, ses lignes rouges. Et Kushner vient de franchir la plus rouge de toutes ces lignes, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Un principe inscrit dans la Convention de Vienne de 1961. Un principe que tous les diplomates, même les plus novices, sont censés connaître. Le communiqué du Quai d'Orsay tombe quelques heures après la convocation. Il est court. Il est précis. Il est dévastateur. Les allégations de l'ambassadeur sont inacceptables.
Elle viole le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures conformément à la Convention de Vienne. 15 mots. 15 mots qui résument 2 siècles de doctrine diplomatique française. 15 mots qui rappellent à Washington que la France n'est pas un protectorat américain. Mais le Quai d'Orsay ne s'arrête pas là. Le communiqué continue. La France n'a de leçons à recevoir de personne en matière de lutte contre l'antisémitisme. Notre engagement est total, nos actions sont concrètes, nos résultats sont mesurables. C'est poli. C'est diplomatique. Mais c'est aussi un uppercut. Un uppercut qui dit « Vous venez de commettre une erreur. » Une grosse erreur. Dans les médias français, la réaction est immédiate. Les éditorialistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, se retrouvent pour une fois d'accord. L'ingérence américaine est inacceptable. La souveraineté française n'est pas négociable. Mais le plus intéressant, c'est la réaction de la communauté juive française elle-même. Parce que contrairement à ce que Kouchner espérait, elle ne se range pas derrière lui. Loin de là. Patrick Klugman, avocat et figure respectée de la communauté juive française, publie une tribune cinglante. Écoutez bien ce qu'il dit. Au cours des 6 dernières années, aucun meurtre antisémite n'a été commis en France, alors que plusieurs ont malheureusement eu lieu aux États-Unis. Aucun pays n'est en position de donner des leçons aux autres, et tous doivent réviser leur approche. Vous comprenez ce qui vient de se passer? Un membre éminent de la communauté juive française vient de rappeler à l'ambassadeur américain que les États-Unis ont leurs propres problèmes d'antisémitisme. Que la France, malgré ses défis, a réussi à éviter le pire. Que les leçons de morale sont à double tranchant. C'est un moment crucial. Parce qu'il montre que le conflit n'est pas entre la France et la communauté juive. Le conflit est entre la France et un ambassadeur américain qui instrumentalisait la lutte contre l'antisémitisme pour des raisons politiques. Mais Kouchner ne recule pas. Au contraire. Dans les jours qui suivent, des sources proches de l'ambassade américaine laissent entendre que Kouchner a le soutien total de la Maison-Blanche. Que sa position est celle de l'administration Trump. Que la France doit choisir, soit elle aligne sa politique sur celle des États-Unis, soit elle assume les conséquences. C'est une escalade. Une escalade dangereuse. Une escalade qui va forcer Emmanuel Macron à sortir de son silence. Montée dès la tension, Macron entre en scène le 21 septembre 2025. Emmanuel Macron est à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Il doit annoncer officiellement la reconnaissance française de l'État palestinien. Mais avant cela, il accorde une interview à CBS News, l'une des principales chaînes américaines. Le journaliste, bien sûr, lui pose la question. La question que tout le monde attend. Que pensez-vous des accusations de l'ambassadeur Kouchner? Macron ne sourit pas. Il ne détourne pas le regard. Il fixe la caméra. Et il dit, en anglais, avec cet accent français qui ne laisse aucun doute sur sa détermination, « This is unacceptable. If you are a diplomat, you have to follow the rule of diplomacy. The American taxpayer money is not properly used to finance this kind of statement. » Vous avez entendu? Macron ne se contente pas de rejeter les accusations. Il va plus loin. Il dit que Kouchner ne fait pas son travail de diplomate. Il dit que l'argent des contribuables américains est mal utilisé. Il dit, en substance, votre ambassadeur est incompétent. C'est une déclaration extraordinaire. Extraordinaire parce qu'elle est rare. Les chefs d'État ne critiquent généralement pas publiquement les ambassadeurs étrangers. C'est une violation du protocole diplomatique. Mais Macron a décidé que le protocole, cette fois, pouvait attendre. Parce qu'il y a quelque chose de plus important en jeu, la dignité de la France. Et il continue.
Il rappelle que la France a été pionnière en Europe dans la lutte contre l'antisémitisme. Que la France a assimilé l'antisionisme à l'antisémitisme bien avant que d'autres pays ne le fassent. Que la France protège sa communauté juive avec détermination. Puis il dit quelque chose qui va devenir viral. Quelque chose qui va être repris dans tous les médias français, partagé sur tous les réseaux sociaux, cité dans tous les cafés de Paris à Marseille. Il dit « La France n'a de leçons à recevoir de personne ». 7 mots. 7 mots qui résument 2 siècles d'histoire française. 7 mots qui évoquent de Gaulle face à Roosevelt. Villepin face à Bush. La France face à l'Amérique. 7 mots qui deviennent instantanément un mème. Un symbole. Un cri de ralliement. Parce que ces 7 mots touchent quelque chose de profond dans l'âme française. Cette conviction, parfois arrogante, parfois justifiée, que la France a une voix unique dans le concert des nations. Que la France ne suit pas. Que la France trace son propre chemin. Sur les réseaux sociaux français, c'est l'explosion. Les mèmes se multiplient. On voit Macron en De Gaulle. On voit le coq gaulois face à l'aigle américain. On voit des montages avec la phrase « La France n'a de leçons à recevoir de personne » sur fond de drapeau tricolore. Mais au-delà des mèmes, il y a quelque chose de plus profond. Il y a ce sentiment, partagé par des millions de Français, que leur pays vient de se tenir debout. Que leur président, qu'ils l'aiment ou non, vient de défendre leur honneur. Parce que c'est ça, le vrai enjeu de ce conflit. Ce n'est pas une question de politique étrangère. Ce n'est pas une question d'antisémitisme. C'est une question d'honneur national. C'est une question de savoir si la France accepte d'être traitée comme un État vassal ou si elle affirme son indépendance. Et la réponse de Macron est claire, la France ne plie pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que dans les jours qui suivent, quelque chose d'inattendu se produit. Quelque chose qui va transformer ce conflit diplomatique en leçon d'histoire. Des historiens français commencent à publier des articles. Des articles qui rappellent que la France n'a pas attendu les États-Unis pour se confronter à l'antisémitisme. Des articles qui évoquent l'affaire Dreyfus, ce moment fondateur de la République moderne où la France s'est déchirée pour défendre un officier juif injustement accusé. 1894. Alfred Dreyfus, capitaine de l'armée française, est accusé de trahison. Il est juif. Il est condamné. Il est déporté. Mais des intellectuels, des écrivains, des citoyens ordinaires se lèvent. Ils crient « J'accuse ». Ils se battent pendant des années. Et finalement, ils gagnent. Dreyfus est réhabilité. Cette affaire, c'est le creuset de la France moderne. C'est le moment où la République a choisi la justice contre le préjugé. C'est le moment où la France a appris, douloureusement, à se confronter à ses propres démons. Et voilà que 130 ans plus tard, un ambassadeur américain vient donner des leçons à la France sur l'antisémitisme. Un ambassadeur qui ignore, ou feint d'ignorer, cette histoire. Un ambassadeur qui traite la France comme si elle était un élève en retard. Les historiens rappellent aussi autre chose. Ils rappellent que pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a connu Vichy. La collaboration. La déportation de 76 000 Juifs français. Une page sombre, terrible, indélébile de l'histoire française. Mais il rappelle aussi que la France n'a jamais cessé de se confronter à cette page. Que la France a reconnu sa responsabilité. Que la France a fait de la mémoire de la Shoah une priorité éducative. Que la France a construit des mémoriaux, des musées, des programmes scolaires. Est-ce suffisant? Non. Est-ce que la France est parfaite? Non. Est-ce qu'il reste du travail? Oui, énormément.
Mais ce que les historiens disent, c'est que la France n'a pas besoin qu'un ambassadeur américain lui rappelle son histoire. La France la connaît. La France la porte. La France la transmet. Et puis, il y a cet argument qui fait mouche. Cet argument que Patrick Klugman a lancé et que d'autres reprennent. Au cours des 6 dernières années, aucun meurtre antisémite n'a été commis en France. Aucun. Pendant ce temps, aux États-Unis, il y a eu Pittsburgh. 11 morts dans une synagogue en 2018. Il y a eu Poway. 1 mort dans une synagogue en 2019. Il y a eu des agressions, des menaces, des violences. Alors oui, la France a des problèmes. Oui, il y a eu une augmentation des actes antisémites. Oui, il faut rester vigilant. Mais de là à ce que les États-Unis donnent des leçons à la France? De là à ce qu'un ambassadeur américain accuse publiquement la France de mettre en danger la vie des Juifs français? C'est insupportable. C'est insultant. C'est inacceptable. Et c'est là que le génie de la réponse française apparaît. Parce que la France ne se contente pas de rejeter les accusations. Elle retourne l'argument. Elle dit, regardez-vous d'abord. Balayez devant votre porte. Et ensuite, on pourra discuter. C'est une technique diplomatique classique. Mais elle est redoutablement efficace. Parce qu'elle met Kushner et l'administration Trump sur la défensive. Parce qu'elle force les médias américains à parler des problèmes d'antisémitisme aux États-Unis. Parce qu'elle transforme l'accusateur en accusé. Les conséquences, l'onde des chocs et septembre 2025. Le conflit entre Kushner et la France fait la une des journaux du monde entier. À Washington, l'administration Trump est embarrassée. Parce que Kushner, censé renforcer l'alliance transatlantique, est en train de la fragiliser. Des diplomates américains, sous couvert d'anonymat, commencent à critiquer Kushner. Ils disent qu'il a violé les règles de base de la diplomatie. Qu'il a agi comme un homme d'affaires, pas comme un ambassadeur. Qu'il a mis en danger les relations franco-américaines pour servir un agenda politique. Au Congrès américain, des voix s'élèvent. Des sénateurs, même républicains, s'interrogent. Est-ce vraiment la bonne approche? Est-ce qu'on ne devrait pas traiter nos alliés avec plus de respect? Mais l'administration Trump ne recule pas. Elle soutient Kushner. Elle dit que la France doit choisir son camp. Que l'alliance avec les États-Unis implique un alignement sur la politique israélienne de Washington. C'est une erreur stratégique majeure. Parce que ça confirme exactement ce que la France dit depuis le début, que Kushner n'est pas là pour lutter contre l'antisémitisme. Il est là pour faire pression sur la politique étrangère française. Et ça, l'opinion publique française ne peut pas l'accepter. Même ceux qui sont critiques envers Macron, même ceux qui pensent que la France devrait être plus ferme avec l'antisémitisme, même ceux-là rejettent l'ingérence américaine. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort que les divisions politiques en France. Il y a la souveraineté. Il y a cette conviction, ancrée dans l'histoire, que la France décide pour la France. Dans les sondages, le soutien à Macron sur cette question dépasse les 80%. 80%. Dans un pays où le président a rarement plus de 40% d'opinion favorable, c'est extraordinaire. Ça montre que Macron a touché juste. Qu'il a su incarner, à ce moment précis, ce que les Français attendent de leur président, de la fierté, de la dignité, du courage. En Europe, la réaction est également intéressante. Plusieurs pays, notamment l'Allemagne et l'Espagne, expriment discrètement leur soutien à la France. Ils ne veulent pas entrer en conflit ouvert avec Washington. Mais ils font savoir que l'approche de Kushner est problématique. Que les États-Unis ne peuvent pas traiter leurs alliés européens comme des vassaux. C'est un moment charnière. Parce qu'il révèle une tension croissante entre les États-Unis et l'Europe.
Une tension sur la manière de gérer le conflit israélo-palestinien. Une tension sur le respect de la souveraineté des alliés. Une tension sur la définition même de l'alliance transatlantique. Réflexion. C'est ce que révèle ce conflit, mais au-delà de la crise diplomatique, ce conflit révèle quelque chose de plus profond. Il révèle deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, il y a la vision américaine, incarnée par Kushner et l'administration Trump. Une vision où les alliés doivent s'aligner sur la politique américaine. Où la loyauté se mesure au soutien inconditionnel à Israël. Où la lutte contre l'antisémitisme est instrumentalisée pour servir des objectifs géopolitiques. De l'autre côté, il y a la vision française. Une vision où l'alliance n'implique pas la soumission. Où la France peut être amie d'Israël tout en reconnaissant les droits du peuple palestinien. Où la lutte contre l'antisémitisme est une question de principe, pas un outil de pression politique. Ces deux visions sont irréconciliables. Parce qu'elles reposent sur des conceptions différentes de la souveraineté, de la diplomatie, de l'alliance. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Parce que ce conflit entre Kushner et la France n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans une longue tradition de tensions franco-américaines. 1966. Charles de Gaulle retire la France du commandement intégré de l'OTAN. Il dit que la France doit avoir sa propre défense, sa propre politique étrangère. Il dit que l'alliance avec les États-Unis ne doit pas devenir une vassalité. 2003. Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, prononce un discours historique à l'ONU. Il dit non à la guerre en Irak. Il dit que la France ne suivra pas les États-Unis dans cette aventure. Il reçoit une ovation debout. 2025. Emmanuel Macron dit à un ambassadeur américain que la France n'a de leçons à recevoir de personne. Il dit que la souveraineté française n'est pas négociable. Vous voyez le fil rouge? Vous voyez la continuité? La France, depuis De Gaulle, a fait un choix. Le choix de l'indépendance. Le choix de ne pas être un suiveur. Le choix d'avoir sa propre voix, même quand ça déplaît à Washington. Ce choix a un prix. Il crée des tensions. Il complique les relations. Il irrite les Américains. Mais c'est aussi ce qui fait la France. C'est ce qui lui donne sa crédibilité sur la scène internationale. C'est ce qui lui permet de parler à tous les acteurs, même ceux avec qui les États-Unis ne parlent pas. Et c'est ce que Kushner n'a pas compris. Il a cru qu'il pouvait traiter la France comme il traiterait un partenaire commercial. Il a cru qu'une lettre ouverte dans le Wall Street Journal suffirait à faire plier Paris. Il s'est trompé. Lourdement trompé. Finale, la leçon d'histoire alors, que retenir de cette histoire? Que retenir de ce conflit entre un ambassadeur américain et la République française? D'abord, que la diplomatie a des règles. Des règles qui existent pour une raison. Des règles qui protègent les relations entre les nations. Des règles qu'on ne peut pas violer sans conséquence. Kushner a violé ces règles. Il a choisi l'humiliation publique plutôt que le dialogue discret. Il a choisi l'accusation plutôt que la coopération. Il a choisi l'ingérence plutôt que le respect. Et il a payé le prix. Le prix d'une crise diplomatique. Le prix d'une humiliation publique. Le prix d'avoir sous-estimé la France. Ensuite, que la souveraineté n'est pas négociable. Pas pour la France. Pas pour un pays qui a construit son identité sur l'indépendance, sur la résistance, sur le refus de plier. La France peut être critiquée. La France peut être challengée. Mais la France ne peut pas être humiliée. Pas publiquement. Pas par un ambassadeur étranger. Enfin, que la lutte contre l'antisémitisme est trop sérieuse pour être instrumentalisée. Trop importante pour servir d'outil de pression politique. Trop sacrée pour être utilisée dans des jeux géopolitiques.
La France a ses problèmes. La France doit rester vigilante. La France doit continuer à protéger sa communauté juive. Mais la France n'a pas besoin qu'un ambassadeur américain lui donne des leçons. Surtout pas un ambassadeur qui ignore l'histoire française. Surtout pas un ambassadeur qui instrumentalisait la souffrance pour servir un agenda politique. Octobre 2025. Le conflit entre Kouchner et la France n'est pas terminé. Les tensions persistent. Les désaccords demeurent. Mais une chose est claire. Une chose que le monde entier a vue. Une chose que Washington a comprise. La France ne plie pas. La France ne recule pas. La France dit non quand elle doit dire non. Et cette leçon, Charles Kouchner ne l'oubliera jamais. Cette leçon, l'administration Trump ne l'oubliera jamais. Parce que la France a rappelé au monde une vérité simple, une vérité qui traverse les siècles, une vérité qui résonne de Gaulle à Macron. La France n'a de leçons à recevoir de personne. Et si vous pensez que la souveraineté de votre pays n'est pas négociable, si vous pensez que les alliances doivent être basées sur le respect mutuel, si vous pensez que la diplomatie a des règles que personne ne devrait violer, alors partagez cette histoire. Commentez. Faites savoir que vous aussi, vous croyez en la dignité des nations. Parce que ce qui s'est passé entre Kouchner et la France n'est pas qu'une crise diplomatique. C'est un rappel. Un rappel que dans un monde où les grandes puissances pensent pouvoir tout dicter, il existe encore des pays qui disent non. Des pays qui se tiennent debout. Des pays qui défendent leur honneur. Et la France, quoi qu'on en pense, est l'un de ces pays.